Je veux commencer donc par reconnaître que nous sommes aujourd'hui rassemblés sur des territoires autochtones non cédés, lesquels ont été habités par différentes Premières Nations à travers le temps et qui sont encore aujourd'hui un lieu de rencontre entre les peuples autochtones et allochtones. Nous saluons particulièrement les Ganyengeaga, c'est la première fois que je le dis, j'espère que c'est correct, qui sont aujourd'hui les gardiens des terres et des eaux qui forment Montréal. Donc encore une fois, merci à toutes et à tous présents aujourd'hui, aux intervenants en ligne et surtout à l'équipe qui a fait que cette journée d'études soit possible. Donc j'aimerais surtout remercier Yves Bergeron qui est ici présent en salle, Laurie Turgeon qui va suivre la journée d'études sur Zoom, mais surtout à notre équipe technique, notre petite équipe technique, donc Léa Le Calvé qui est ici, Anna-Lou Galassini qui gère Zoom. Merci beaucoup Anna-Lou et Léa pour votre aide aujourd'hui, aussi à l'équipe du MEM. Donc merci beaucoup André Gauvreau pour tout le support technique, l'aide. Merci beaucoup aussi à James, notre technicien qui est là, à Flavie qui travaille aussi au MEM et qui va nous aider. Merci, un grand merci. Là, on voit gérer une journée d'études seul, c'est impossible. Donc sans vous, cette journée n'existerait pas. Donc merci beaucoup. On va passer donc à la première table ronde introductoire. L'idée de cette table ronde, c'est de mettre le cadre théorique de cette journée et pour cela, nous avons 3 intervenants. Le premier intervenant qui est en ligne, Jean-Michel Tobelem, et les autres intervenants qui sont sur place, donc Louis Jacob et Raymond Monpetit. Je vais rapidement les présenter et je laisserai la place donc aux intervenants. Monsieur Monpetit et Monsieur Jacob, si vous voulez déjà vous installer sur scène. Donc nous allons commencer par l'intervention de Jean-Michel Tobelem qui s'appelle Musée et enjeux de société. Quelle priorité ? Par la suite, donc, nous aurons une intervention de Louis Jacob, la notion de citoyenneté culturelle, et la troisième intervention, donc M. Raymond Monpetit, patrimoine et musée, se redéfinir de la collection à la collectivité. Je vais laisser la parole à M. Tobelem. Je vais juste rapidement vous introduire. Est-ce qu'il est ? Elle est là, désolée. Donc Jean-Michel Tobelem est docteur en sciences de gestion, diplômé de Sciences Po Paris et d'études supérieures de droit public, lauréat de la bourse Lavoisier du ministère des Affaires étrangères, professeur associé à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, enseignant à l'École du Louvre, membre du conseil d'administration d'ICOM France, responsable de la collection gestion de la culture chez l'Harmattan et directeur de l'Institut d'études et de recherche Option Culture. Parmi ces publications, donc vous avez Politique et gestion de la culture, Public, financement, territoire et stratégie chez Armand Collin, Les bulles de Bilbao, la mutation des musées depuis Franck Guéry et Musée et culture, le financement à l'américaine chez les éditions PUL. Je vous laisse la parole, Monsieur Tobelem. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Écoutez, bonjour à tous. Un grand merci pour cette invitation. Donc, je réfléchis en vous écoutant que mon intervention risque d'être placée entre une forme de désenchantement d'un côté, mais également une forme d'optimisme mesuré de l'autre. Par ailleurs, je suis bien conscient également, et j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur, du décalage culturel qui pourra exister, notamment par mes connaissances des questions relatives notamment à la prise en considération des intérêts des peuples autochtones, dans la mesure où peut-être cette notion est moins présente dans le débat franco-français, à vrai dire. Voilà, je partirai
d'une notation concernant les suites de la pandémie, hein, dont on a parfois l'impression qu'elle n'a pas existé. Pourtant, elle a duré plus que 2 ans. Qui a fait prendre conscience encore davantage peut-être qu'auparavant, qu'on vit dans un monde de crise, un monde complexe, un monde incertain. Alors, une petite chose qui m'avait un peu surpris d'une certaine manière, c'était que, là encore sans illusion excessive, j'avais imaginé que la période du Covid était une période propice pour finalement faire une sorte de révision d'ensemble des conduites des individus, des institutions, des missions aussi des organisations culturelles telles que les musées. Et j'ai le sentiment, mais peut-être que j'espère en tout cas, vous me contredirez, qu'il n'en a rien été en fait. Pour l'essentiel, j'ai l'impression que nous sommes dans le retour au statu quo ante, à la situation qui prévalait auparavant. Alors, bon, à la fois on peut dire c'est une occasion manquée, bon, c'est un petit peu dommage, mais d'autre part, on peut malgré tout se dire qu'on n'a pas tiré finalement des leçons, ou pas suffisamment peut-être, de cette période inédite dans l'histoire de l'humanité, puisque finalement chacun des individus s'est retrouvé face à lui-même, en tous les cas pendant un temps important. Alors, autre élément qui me frappe, c'est que qui a frappé, peut-être qui a surpris les professionnels de la culture, et donc notamment des musées, c'est que dans les différents pays, quand les gouvernements ont dû faire des choix, ils ont considéré que la culture n'était pas essentielle. Alors ça, effectivement, c'est un peu un choc, de cette manière, mais qui fait prendre conscience que pour la majorité de nos concitoyens, la culture, telle que nous entendons en tous les cas dans ce genre de débat, n'est pas quelque chose qui est central. Alors, il y a là une piste de réflexion, me semble-t-il, quelque chose à explorer plus avant, parce que finalement, si on prend le revers de cette situation, on pourrait se dire dans quelles conditions la culture pourrait faire l'objet d'une demande sociale plus affirmée, ce qui, à mon sens, est la seule condition, ou en tout cas la condition principale pour que les gouvernements, qui sont parfois pris à partie pour leur manque de soutien à la culture, donc pour que les gouvernements placent justement la culture à un niveau différent dans l'ordre des priorités. Autrement dit, ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut toujours interpeller les gouvernements, mais tant que l'opinion publique dans son ensemble ne considère pas que la question culturelle est une question centrale, il y a une difficulté. Et alors pourquoi considérait-elle le cas échéant que ce n'est pas une question centrale? Eh bien peut-être parce que ça ne la touche pas suffisamment dans son quotidien, voilà, dans son registre de réflexion, dans le paysage qu'il occupe, d'un point de vue mental et du point de vue des pratiques. Alors, j'ai bien conscience que, bien entendu, que beaucoup de professionnels dans le monde, au Canada, en France ou ailleurs, veulent favoriser un engagement plus important des musées, dans les questions de société, dans les questions sociales, dans les questions de genre, dans les questions de l'inclusion, ou encore, et j'y reviendrai, sur les questions du réchauffement climatique. Mais, alors là, pour moi, en tant qu'observateur, je me dis, mais ça fait naître deux types d'interrogations. Premièrement, est-ce que ces questions relèvent à titre principal ou à titre notable de l'action des musées? Et d'autre part, quand même ce serait le cas, est-ce qu'il n'y a pas, compte tenu de l'ampleur de ces tâches, de cet impératif, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion des efforts, compte tenu des limites que nous connaissons tous, des moyens humains, techniques et financiers qui sont à la disposition des musées? Alors, autre élément par rapport à cette question des enjeux de société, je vois le titre qui est devant moi, effectivement, des espaces communs, du vivre ensemble, bon, dans un contexte de crise, c'est que finalement, moi, je me dis que les musées abordent ces questions depuis très longtemps, finalement. Alors, à partir des années 1960, les musées faisaient l'objet d'une contestation assez forte, et donc ils ont pris acte de cette contestation pour se réarmer conceptuellement et pour affronter leur place dans la société. D'où le développement
auquel il sera sans doute fait allusion plus tard, de l'écomuséologie, le développement de la muséologie nouvelle, tout ce mouvement intellectuel qui, justement, précisément, entendait placer la question sociale, mais pas seulement, la question aussi écologique, dans la réflexion des musées. Et c'était bien cette idée déjà de rendre les musées plus pertinents, plus inclusifs, plus proches des habitants, davantage au service des citoyens et des territoires, qui était déjà présent. Alors, si je reviens un instant simplement sur le cas des écomusées, qui est finalement assez paradoxal, puisque au départ, ils fondent leur approche sur la participation de la population, sur la capacité à apporter de nouvelles lectures du territoire, à rapprocher le patrimoine des individus. Eh bien, cette formule tout à fait intéressante et attrayante a connu un certain déclin que nous connaissons. Et pour autant, c'est là le paradoxe, finalement, est-ce que les valeurs qui sous-tendaient ce mouvement écomuséal ne sont pas réellement d'actualité aujourd'hui, où on parle de co-construction, de circuits courts, de proximité, ça résonne étrangement d'une certaine manière par rapport à nos préoccupations contemporaines. Alors, au-delà de ce mouvement des années 70-80, donc certes, on peut tout à fait constater que la plupart des musées dans le monde ont évolué. Ils se sont ouverts à différentes catégories de visiteurs. Je pense notamment aux personnes porteurs d'un handicap. Ils ont multiplié les actions hors les murs. Ils ont noué des liens plus étroits avec les écoles, etc., etc. Mais est-ce que on n'a pas excessivement compartimenté donc les registres de l'action que mènent les musées avec des programmes très détaillés sur tel ou tel type de public et qui parfois d'ailleurs, assez souvent, étaient des publics captifs. Autrement dit, est-ce que cette segmentation qui se voulait au contraire très, très opératoire, est-ce que finalement elle a permis de construire une offre convaincante à l'égard d'une grande partie, la plus grande partie de la population qui ne relève pas à titre principal des catégories que j'ai annoncées. Ce n'est pas forcément des gens qui sont dans les hôpitaux, dans des prisons, dans des quartiers en difficulté, etc., etc. Voilà. Donc, j'entends bien que l'intention était absolument louable, mais est-ce qu'au passage, on n'a pas un peu omis de construire une offre centrale destinée à une grande majorité de nos concitoyens. Or, alors qu'on aurait pu se dire que les progrès dans le domaine de l'instruction, on aurait pu s'attendre également à ce que la massification de l'accès à l'enseignement supérieur prédispose davantage de nos concitoyens à l'accès aux musées et à d'autres institutions culturelles par ailleurs. Eh bien, force est de constater que, enquête après enquête, que ce soit en France ou en Europe ou à ma connaissance ailleurs, on atteint des limites et finalement une majorité de nos concitoyens ne fréquentent pas les musées, malheureusement. Et parfois ils le font à l'occasion de voyages touristiques, ce qui est un peu paradoxal compte tenu des critiques qui sont parfois adressées au tourisme. Alors, juste un petit mot, parce que je m'aperçois que je n'aurai pas le temps de tout détailler, donc je vais aller assez vite. Sur la question du numérique, on sent bien que les musées sont l'objet d'injonctions assez fortes, que ce soit des appels à projets, des actions de consultants spécialisés, d'entreprises du secteur. Voilà. Or, là encore, il y a deux éléments qui me font éprouver un certain doute, c'est que d'une part, le coût écologique, le coût énergétique de ces actions dans le domaine numérique est assez fort, donc ce qui pourrait paraître un peu en contradiction avec l'engagement des musées dans ce domaine. Donc cette question de la sobriété énergétique, elle est bien posée. Et deuxièmement, on n'est pas assuré, c'est pas vraiment le cas, à ma connaissance, en tous les cas d'un point de vue scientifique, d'établir que ça permet de capter des publics, notamment des publics jeunes,
etc., etc. Voilà. Donc, est-ce qu'il n'y a pas la tentation de céder un petit peu à des mouvements de mode, hein, et on voit bien toutes ces injonctions dont je parlais tout à l'heure, c'est l'une chasse l'autre, hein, on le sait bien, les NFT, l'immersion, le métaverse, aujourd'hui l'intelligence artificielle, auparavant le big data, voilà. Donc, mouvement après mouvement, on sent bien que les musées essaient de se raccrocher, et ont-ils raison de le faire? Ça, c'est une autre question. Alors, sur la question du réchauffement climatique, hein, très rapidement, pour tenir le temps imparti, moi je me demande si, au risque de surprendre, si les enjeux sont si différents de ce qu'ils étaient il y a quelques dizaines d'années, ne serait-ce que lors du sommet de Rio, il y a déjà 30 ans, plus de 30 ans. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il y aurait une plus grande urgence, hein? C'est pas du tout pour mésestimer, pardon, l'importance de cette question, mais voilà, c'est sur la table depuis un bon moment. Et puis surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant à noter, me semble-t-il, c'est que est-ce que réellement les musées sont les mieux placés pour opérer ce changement de paradigme à l'égard du réchauffement climatique, de la biodiversité et de la consommation carbone? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils le sont davantage que les bibliothèques, par exemple, qui touchent un public plus étoffé? C'est pas sûr. Et d'autre part, comme on l'a vu précédemment, comme tous les citoyens ne fréquentent pas les musées, est-ce que c'est le meilleur vecteur? Voilà. Donc, encore une fois, qu'on me comprenne bien, la question est importante. Les musées ont assurément un rôle à jouer, mais est-ce que ce rôle n'est pas voué, malheureusement, à rester un petit peu limité? Alors, s'agissant maintenant, je vais très très vite à la question du social. On voit bien que on parle à la fois des droits culturels, hein, qui sont des droits plus anthropologiques, hein, de liberté d'expression, de respect des valeurs, des croyances, etc. Et puis la question des AI, de diversité, équité, accessibilité, inclusion. Voilà, donc ce sont des concepts qui nous occupent. Et qui pose effectivement cette question de la pertinence des musées à l'égard des citoyens. Pour autant, mais là encore, je ne voudrais pas être celui qui doute à tout moment, mais néanmoins, il y a une question qui me préoccupe, c'est que si on prend au sérieux cette question sociale, alors il faut se donner les moyens de se demander quel est le public qu'on accueille dans les musées. Il faut avoir la capacité à déterminer le profil sociologique des visiteurs. Pourquoi? Parce que pour savoir où on en est déjà, et puis surtout pour savoir comment on va progresser dans ce sens. Or, je connais à peu près la situation dans nombre de musées. Ce ne sont pas nécessairement des indicateurs que l'on suit. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de remettre en cause le bien fondé ou de l'engagement des musées en matière sociale, mais il s'agit de se dire, voilà, au-delà des discours, qu'est-ce qu'on fait concrètement, quelle stratégie on met en œuvre. Alors, pour conclure, puisqu'il me reste une trentaine de secondes, je dirais qu'il y a un risque aujourd'hui, justement à rebours de ce mouvement social de démocratisation, il y a un risque d'élitisation, hein, donc d'éloignement de la catégorie des musées, d'autres institutions culturelles, d'une partie notable de nos concitoyens. Alors, si c'est le cas, c'est mon hypothèse, si c'est le cas, ça fait potentiellement peser un risque, je dirais, presque existentiel sur l'existence des musées. Alors non pas évidemment, bien entendu, les très grandes institutions de réputation internationale, mais on peut se demander dans quelles conditions les gouvernements seraient amenés dans le futur à conforter l'action des musées, à conserver leur part de financement, qu'elle soit directe ou indirecte, bien entendu, compte tenu des crises que nous connaissons. Crise sociale, crise environnementale, crise géopolitique. Voilà, donc pour conclure, je dirais que il me paraît difficile pour la majorité des musées que je connais d'embrasser une telle diversité de causes, que ce soit la décolonisation, les droits sociaux, l'égalité sociale et de genre,
l'accueil des migrés, des réfugiés, la pauvreté, l'illettrisme, etc. Ce sont des causes absolument louables, défendables, légitimes, mais je me demande dans quelle mesure les musées pourront déployer des forces suffisantes pour résoudre ces grandes questions. Surtout, et ce sera mon dernier mot, surtout en l'absence de coalition. C'est-à-dire que finalement, les difficultés que traversent les musées de Cas-Géant ne sont pas propres aux musées. Hein, en ce moment, par exemple, en France, on parle beaucoup de la crise du spectacle vivant. Chacun voit un petit peu midi à sa porte, et s'il n'y a pas une convergence des constats et des propositions des différents secteurs, que ce soit le patrimoine, les bibliothèques, le spectacle vivant, etc., je ne vois pas très bien comment chacun de ces secteurs pris isolément pourra effectuer un travail de conviction suffisant à l'égard des gouvernements. Voilà, donc je pense que le temps est atteint, donc je laisse la parole aux autres intervenants. Donc le prochain intervenant est Louis Jacob, qui est professeur au département de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, où il enseigne notamment les grandes approches et les notions fondamentales de la discipline. Il est membre de l'Observatoire des médiations culturelles, OMEC, et du laboratoire Arts et Société, Terrain et Théorie. Ces activités de recherche portent sur la médiation culturelle, les pratiques artistiques, l'épistémologie des sciences humaines et le raisonnement. Il a récemment publié un essai, Commentaire sur la mort de Gruithuysen. Ok, merci, désolée pour la mauvaise prononciation, à Luxembourg en 2023 et co-dirigé avec Christine Scott. Merci beaucoup, des projets collaboratifs pour renouveler la citoyenneté culturelle. C'est la revue donc Liens sociaux et politiques, numéro 91. Elle a été partagée, le lien de la revue, sur le programme complet que vous avez probablement eu accès sur les réseaux sociaux ou par courriel. Donc je laisse la parole à M. Jacob. Merci beaucoup. Donc, vous voyez ce que je ne vois pas. Non, je vais essayer de... Donc, merci d'abord à Andrea de la Place et toute l'équipe du MEM de nous accueillir ici aujourd'hui. J'ai résolu de vous parler de citoyenneté culturelle. Je ne suis pas un observateur des musées en particulier, mais... ce dont j'aimerais vous parler, c'est notamment lié à mon affiliation à l'Observatoire des médiations culturelles depuis quelques années et lié notamment à l'occasion de la publication d'un numéro thématique de la revue Liens sociaux et politiques sur la citoyenneté culturelle. Donc, je vais me permettre de citer beaucoup mes collègues dans ce qui va suivre. Voilà, une première définition. Je vous propose une première définition de la citoyenneté culturelle. J'ai rien inventé ici, mais vous reconnaissez peut-être des éléments qui ne font pas consensus. Dans la littérature sur la question, il y a toujours un débat important sur les éléments essentiels à la citoyenneté culturelle. J'en ai retenu quelques-uns ici. Je pense que il est important de prendre en considération qu'il s'agit d'un ensemble de discours et de pratiques. Et il va être question de droits culturels dans quelques minutes. Mais ça désigne également des initiatives locales, ça désigne des dispositions institutionnelles, organisationnelles qui permettent qu'existe l'exercice de la citoyenneté culturelle. Dans mon esprit, la citoyenneté culturelle suppose également que les citoyens s'approprient des moyens de production, de création, de diffusion et d'échange. Donc, s'il existe quelque chose comme la citoyenneté culturelle, ce n'est pas une pure norme, ce n'est pas un pur horizon normatif, c'est quelque chose qui est effectif dans la société. Je vais essayer de vous donner quelques-uns des exemples qui ont retenu notre attention dans
dans le dernier numéro de la revue Liens sociaux et politiques. Mais d'abord, il faut retenir que cette définition-là va rester très ouverte et je ne pense pas qu'on a intérêt à la refermer complètement. Je pense qu'on a intérêt, au contraire, à l'aborder dans ses multiples significations. Dans mon esprit à moi, la citoyenneté culturelle a trait à la vie démocratique et les institutions culturelles comme les musées, les bibliothèques et d'autres font partie prenante de cette citoyenneté culturelle. Il ne s'agit pas d'enjeux qui sont étrangers aux institutions culturelles. Ça se situe dans le prolongement des logiques d'accessibilité et de participation qui ont une longue histoire. Et c'est précisément là où je voulais vous entraîner. Pas dans une longue histoire, parce que j'ai quelques minutes, mais vous me donnez 2 minutes pour faire la longue histoire. Donc, ça me paraît important de resituer les débats qu'a soulevé Jean-Michel il y a quelques minutes dans une histoire longue. C'est une histoire de lutte sociale, c'est une histoire de réforme démocratique, c'est une transformation profonde des organisations et des institutions culturelles. L'avantage également, c'est d'entendre que cette citoyenneté culturelle, elle s'est toujours développée et on doit la comprendre dans une longue histoire, à la fois par en haut et par en bas. Donc, il y a des initiatives locales, des initiatives citoyennes qui définissent la citoyenneté culturelle. Il y a également des modes de régulation, de gouvernance, d'en haut, qui cherchent à réguler la citoyenneté culturelle. C'est à la fois l'ouverture d'un certain nombre d'opportunités pour les citoyens et c'est en même temps un certain nombre de contraintes qui vont baliser leur expression, leur participation à la vie culturelle. Donc, je n'ai pas du tout des lunettes roses lorsque vient le temps d'aborder la question de la citoyenneté culturelle, puisque elle arrive, elle s'impose, elle fait partie désormais de notre environnement avec des contraintes, avec des complications et des tensions bien particulières. Donc, ce qu'on va voir dans quelques secondes, c'est 3 axes très généraux pour penser cette histoire longue et puis ses différentes facettes. Le premier des axes concerne les luttes sociales et les réformes démocratiques auxquelles j'ai fait allusion. Le deuxième, les transformations de la société civile et les modes de gouvernance qui l'accompagnent. Finalement, les droits fondamentaux et les droits culturels. À Montréal, par exemple, les formes de participation et de partage du pouvoir sur le plan local font l'objet de discussions intensives depuis au moins les années 2000, depuis plus d'une vingtaine d'années maintenant. Ça s'est incarné dans des plans d'action, des programmes pour les institutions montréalaises. L'accès à la culture et aux infrastructures de proximité, là aussi, ça nous renverrait à l'histoire des maisons de la culture dans chacun des arrondissements, par exemple. C'est bien. Et puis, ça renvoie à une histoire plus profonde, plus longue également, qui nous renverrait au 19e siècle. Les organisations paroissiales, les organisations syndicales, les associations ouvrières qui ont toutes travaillé à définir ce qui va devenir la citoyenneté culturelle. J'épilogue pas davantage là-dessus. Donc, ce temps long de l'évolution, si on veut, des luttes sociales et des droits culturels ont donné lieu à diverses codifications, des tentatives en tout cas de codification et d'accords internationaux. Donc, je vais essayer de conclure. Il va vous manquer des éléments du puzzle, mais je pense qu'on va arriver à une conclusion. J'aurais aimé vous présenter les éléments essentiels de la Charte pour une culture accessible, inclusive et équitable, qui est le résultat d'un travail collaboratif entre 11 institutions culturelles montréalaises, des groupes communautaires, 60 co-chercheurs, qui sont arrivés à préciser davantage quels pourraient être les grands principes d'action des institutions comme les institutions muséales en termes d'accessibilité,
d'inclusion et d'équité. C'est extrêmement intéressant, cette charte que je vous aurais présentée là, mais ça sera pour une autre fois. Et j'allais conclure sur d'autres pistes de réflexion. Et donc, chacun de ces termes, inclusion, diversité, équité, soulève des enjeux de reconnaissance importants, des enjeux d'intégration dans les organisations et dans les institutions culturelles. Ça désigne donc pour moi des défis pour les institutions culturelles, pas seulement les musées d'ailleurs. Et il y a toutes sortes de pistes de réflexion qui sont exigées de notre part. D'abord, quelles sont les nouvelles formes de mobilisation et de participation citoyenne? C'est l'objet du récent numéro de la revue Bien social et politique que je vous invite à lire. Je vous aurais montré il y a également une piste de réflexion essentielle qui ferait retour sur les mutations des institutions culturelles, les mutations du musée, notamment le décloisonnement organisationnel des musées. Je pense qu'il faut continuer à explorer cette voie-là et l'examiner. La diversification des modes d'intervention et les métamorphoses des repères esthétiques des institutions muséales. Ce parcours-là n'est pas terminé, n'est pas achevé, que nous réserve l'avenir. Troisième piste de réflexion, les paradoxes, les contraintes qui guettent la participation culturelle comme la participation citoyenne en général. Il y a une espèce d'injonction à la participation, une invitation pressante à participer. On en connaît les limites. Également, cette injonction-là s'impose avec des nouveaux clivages ou, à l'inverse, la reproduction de vieilles structures, de vieilles inégalités qu'on croyait dépasser, et ce n'est pas le cas. Enfin, une quatrième piste de réflexion sur les enjeux d'accessibilité et les inégalités de toutes sortes qui persistent dans la société, comme le soulignait Jean-Michel tout à l'heure. Il y a des choses que le musée peut, et le musée peut beaucoup, mais tout ne lui appartient pas, évidemment. Et puis je concluais sur une belle diapo que vous ne verrez pas, qui posait la question, le musée peut-il ou doit-il devenir un milieu de vie? Est-ce qu'il peut prétendre devenir un espace de collaboration et d'expérimentation? Moi, je le souhaite souvent. Et puis, il y a une série de références que je voulais partager avec vous, que vous ne verrez pas, mais peut-être par courriel, je pourrais partager avec mes collègues. Merci. Troisième intervention. Donc Raymond Petit est muséologue, historien de l'art et de la culture. Il possède une expertise reconnue et une très bonne connaissance des enjeux muséaux sur la scène internationale. Il a été en 1987 le directeur fondateur de la maîtrise en muséologie de l'UQAM et a œuvré à la conception et à la réalisation de nombreux projets de musées et d'expositions, dont le Centre d'histoire de Montréal, ouvert en 1983, Pointe-à-Caillère, ouvert en 1992, la pulperie de Chicoutimi en 1998 et le Centre d'interprétation de l'eau à Laval en 2008. En 2009, il a reçu le prestigieux prix carrière de la SMQ, donc Société des musées du Québec, pour la contribution exceptionnelle de plus de 25 ans au développement de la muséologie au Québec. En 2016, ICOM Canada lui attribua son prix d'excellence pour sa contribution remarquable au développement et au rayonnement de la muséologie canadienne sur la scène internationale. Merci beaucoup encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Alors, on m'a demandé dans mon propos aujourd'hui de vous parler un peu de l'arrière-plan historique en muséologie et de comment les grands courants qui, depuis 1970, ont façonné la muséologie au Québec, ont mené, en 2000, à l'adoption d'une première politique muséale qui déjà, donc, affirmait clairement et résolument une priorité donnée aux citoyens et à la collectivité. Alors, on avance. En effet, plusieurs, quand ils ont lu cette politique en 2000, se sont étonnés que l'orientation première de la politique déclarait sans embâche
le citoyen d'abord. Comment? C'était pas les collections qui étaient la préoccupation première des musées? Non, non. La politique, dit la ministre dans son introduction, repose avant tout sur les bienfaits qu'en retireront les citoyens. Suivante. Donc, on est ainsi, je dirais, passé, ou on souhaitait passer, du musée centré sur ses collections à un musée qui serait recentré sur les citoyens. Sur les citoyens en tant qu'individus, c'est-à-dire leur développement personnel et subjectif, mais aussi sur les individus en tant que membres d'une collectivité, c'est-à-dire leur développement intersubjectif et social, le fameux vivre ensemble dans une même société. Suivante. Alors, mon hypothèse générale ici pourrait se lire ainsi. Le Québec a pris ce tournant vers les visiteurs et vers la collectivité avant plusieurs autres, parce que justement ici, aucune longue tradition muséale bien établie ne l'empêchait de vouloir innover. Il allait ainsi dans le sens de la future définition du musée qu'ICOM a fini par adopter en 2022. Suivante. Pourquoi le Québec a-t-il pu ainsi prendre une certaine avance dans cette problématique? Eh bien, j'identifierai quelques facteurs. D'abord, la crise de modernité qu'a été l'Expo 67. Ça a été un véritable choc muséal et muséologique et muséographique. Et je dirais qu'en l'espace d'un été, les salles des musées ont pris un sérieux coup de vieux. On trouvait dans l'expo des expos thématiques qui utilisaient des scénographies remarquables et avec les technologies qui étaient à la fine pointe de ce temps-là, 1967, ce qu'aucun musée ne faisait à l'époque. Et puis, bien sûr, pour que ce virage vers le collectif et vers les visiteurs puisse se prendre, il a fallu des agents de changement, des acteurs de ce changement. Et aujourd'hui, j'en nommerai 3 sur lesquels j'expliciterai brièvement. D'abord, des interventions structurantes du ministère de la Culture. Le Québec a appuyé ce mouvement. Il n'a pas fallu convaincre l'État de le faire. L'État a pris les devants pour pousser les musées dans cette direction. La deuxième influence, deuxième facteur ou acteur du changement, c'est la pratique de l'interprétation à Parc Canada, qui a été là aussi une école de muséologie avant la lettre. Et le troisième facteur, et on l'a évoqué tout à l'heure, M. Toblem l'a évoqué, c'est l'écomuséologie à la française. Tout cela est entré en scène au Québec pour provoquer une nouvelle approche et des changements profonds dans la muséologie. Suivante. Les actions structurantes du ministère. Suivante. Alors, le MAC a multiplié les actions durant ces années-là. D'abord, évidemment, création des arrondissements historiques de Québec et de Montréal, création du musée d'art contemporain, à peu près en même temps. Et ce qui me frappe ici, c'est qu'on s'occupe de tout le patrimoine ancien et historique, mais le patrimoine le plus récent, celui de l'art contemporain. Et puis, le ministère va travailler fort pour créer un réseau des musées. Et alors, vous voyez, par exemple, se doter d'une direction générale des musées, se doter d'un service privé des musées, alors qu'avant, il ne s'occupait que de ces 2 musées nationaux. Alors, politique d'accréditation des musées qui fait qu'on passe rapidement de 28 à 50 musées accrédités et subventionnés par l'État. Suivante. D'autres actions, évidemment. 83, ici, parce que je vois qu'en rouge, ça ne sort pas, là, il y a trop d'éclairage. Ici, j'écrivais que le ministère a voulu promouvoir de nouvelles approches, entre autres l'interprétation et l'écomuséographie. Des exemples de ça, c'est l'ouverture du Centre d'histoire de Montréal en 83, grâce à une entente entre le ministère et la ville, qui va devenir, vous le savez maintenant, le même. Reconnaissance aussi de l'écomuséologie en 84, puisque c'est alors que l'écomusée de la Haute-Beauce, le premier et le seul pendant quelques moments, mais pas longtemps,
et réussit à se faire reconnaître et accréditer. Suivante. Et on est surpris, mais c'est là qu'on voit que ça dépasse par Canada. Le ministère publie devis de réalisation d'un programme d'interprétation, bilan général des réalisations du ministère en matière d'animation et d'interprétation du patrimoine. Comme quoi, la théorie ou l'approche interprétative est vraiment prônée par le ministère. Évidemment, ouverture du musée de la civilisation et ouverture de Pointe-à-Calière, des musées qui vont aller en ce sens. Suivante. Des textes aussi. Il a fallu une volonté politique à Québec pour que la muséologie se développe et réponde à des objectifs poursuivis par le ministère. Par exemple, dès l'adoption de ce premier document sur la politique, il est affirmé une notion très large de la culture. Hein? Et on prend tout de suite la culture dans un sens anthropologique. La culture tout entière est un milieu de vie. Elle ne se réduit pas à des objets de musée ou à des œuvres de création solitaires. De même, la culture est d'abord un ensemble de genres de vie. La culture est somme toute l'édification de l'humanité par elle-même. Alors vous voyez tout de suite, la politique culturelle s'axe sur la culture dans son sens le plus large et anthropologique. Suivante. De même, un autre document qui montre la volonté politique en 1979, le document Musée et muséologie au Québec, nouvelle perspective, affirme ceci. Au Québec, depuis quelques années, les musées prolifèrent, mais ici comme ailleurs, le musée traditionnel, axé sur la simple conservation des objets, tend à perdre de son intérêt, au profit d'un musée plus dynamique qui deviendrait un centre d'attraction privilégié pour l'ensemble de la population et un véritable instrument populaire d'éducation permanente. Alors vous voyez là donc un appel par le ministère pour des musées revus et corrigés. Des musées, on ne disait pas encore, mais 2.0. Suivante. Alors, après l'action structurante du ministère, je dirais que l'influence majeure de Parcs Canada s'est fait ressentir avec une approche qu'on qualifie globalement de l'approche d'interprétation. Hein? Ça a commencé au Canada anglais, ça a commencé aux États-Unis. Hein? Activités éducatives mises en place dans les parcs nationaux et dans les musées de plein air aux États-Unis à partir des années 1920, mais systématisées par Tilden en 1957 dans son livre Interpreting Our Heritage. Et puis, rapidement, alors, le Québec va rentrer dans ça. Hein? Le Canada va donner l'exemple avec Louisbourg, hein, la forteresse qui est restaurée à partir de 1961. Et tout de suite, Parc Canada va ouvrir en 1973 une unité régionale à Québec. Et ça va vraiment lancer le mouvement à l'échelle du Québec. Et vous voyez, dans cette foulée, va se fonder l'Association québécoise d'interprétation du patrimoine en 1977, qui va proposer la définition suivante. L'interprétation est un processus qui vise à communiquer au public la signification ainsi que la valeur du patrimoine naturel et culturel en impliquant directement l'individu avec les phénomènes pour le rendre conscient de la place qu'il occupe dans l'espace et dans le temps. Eh bien, cette place qu'il occupe dans l'espace et dans le temps, c'est pour moi le vivre ensemble. Hein? C'est très clair que l'être social du visiteur est impliqué lorsqu'on lui fait prendre conscience de sa place dans l'espace et dans le temps. Suivante. Parcs Canada, donc, va multiplier dans les années 70-80 les centres d'interprétation. J'en montre ici simplement, j'en nomme quelques-uns, hein, mais vous voyez, à partir de 72, c'est Brébeuf-Cartier, c'est les Forges de Saint-Maurice, c'est l'entrepôt de la baie du Thion à la Chine, c'est la maison Georges-Étienne-Cartier, c'est le parc de l'Artillerie. Et j'attire votre attention aussi ici sur un des premiers, probablement le premier spectacle exposition multimédia réalisé par GSM Design à la maison Louis-Saint-Laurent à Compton. Vous voyez l'exposition ici, c'est un genre de son et lumière avec des photos en découpe. Les spectateurs étaient assis sur des tabourets au centre de tout cela et tout cela s'animait. C'est vu donc comme peut-être le premier spectacle multimédia dans un musée. Suivante. Le Centre d'histoire de Montréal. Alors le projet se fait de 80 à 83 et c'est tout à fait dans cette optique, hein, dans cette même philosophie. Le Centre d'histoire a opté pour une approche thématique et d'interprétation. Il a décidé de faire l'histoire des Montréalais ordinaires et de leur milieu de vie.
aussi avec des scénographies et des technologies de pointe pour 1983, et enfin avec un certain ancrage dans la communauté, des caractéristiques que le même poursuit avec d'autres moyens aujourd'hui. Suivante. Oups, on a sauté une. Oui. Alors, je veux montrer ici simplement comment la question de l'interprétation est sortie de Parc Canada. C'est incroyable le nombre de choses qui se sont discutées, les discussions allaient de bon train. Vous voyez ici en 1979, l'interprétation Tout un monde, dans lequel il y a un article de Pierre Méran qui s'appelle « La muséologie et l'interprétation au service du développement culturel communautaire ». Et puis, l'art d'organiser le talent par Francine Lelièvre, René Rivard, dans un SMQ, une technique d'interprétation historique. La SMQ fait de son colloque en 1985, le titre du thème étudié cette année-là, c'est « L'objet et l'interprétation ». Et le Conseil des monuments y cite en 82, carrément aussi, un de ses publications internes qui circule parmi les membres, l'interprétation du patrimoine, avec un article de René Rivard, les centres d'interprétation historiques et perspectives de développement. Donc, beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions dans le milieu, et cela pénètre, ces idées pénètrent largement le milieu muséal québécois. Le dernier agent important pour pousser les musées vers l'engagement social et la collectivité, c'est bien sûr le courant qui a donné lieu en France aux écomusées à partir des années 1970-72. Et alors, ce qui me frappe d'ailleurs, Hugues de Varine, qui est un des spécialistes avec Georges-Henri Rivière, de Varine écrit ceci en 1976. Il dit que les écomusées sont, somme toute, la modernisation de deux types de musées combinés, à savoir les musées en plein air, et bien sûr, ça aux États-Unis avec tous les parcs naturels et historiques, et ce que lui appelle les maisons de parc américaines, c'est-à-dire des centres d'initiation, d'animation et d'information au cœur des parcs naturels. Eh bien, lui, il recule devant le mot centre d'interprétation, mais quand on parle d'un centre, d'une maison de parc, qui est un centre d'initiation, d'animation et d'information, c'est vrai que c'est à peu près la définition de ce qu'on entend par un centre d'interprétation. Alors, de Varine, donc, reconnaît la parenté qu'il y a entre l'approche américaine d'interprétation et ce qu'il est en train de définir, lui, en France, comme écomusée. Et puis, on ajoute, toujours de Varine, la particularité d'un écomusée est également de couvrir un territoire dans son approche, mais aussi physiquement à travers des antennes thématiques. Et il en distingue trois genres. Certains seraient plutôt des musées communautaires, d'autres seraient des musées territoires et d'autres seraient des musées thématiques. Suivante. Eh bien, ici, je dirais que grâce au contact de gens comme Pierre Méran et d'autres avec Rivière, des contacts qui commencent à la fin des années 1970, l'écomuséologie va évidemment pénétrer au Québec avec l'accréditation du musée de la Haute-Beauce en 1984 et la définition ici que Méran, Serré, Lafleur et Auger donnent de l'écomusée, c'est la suivante. Nous définirions l'écomusée comme un musée-territoire dans lequel une population entière assume un rôle actif dans la définition et dans la mise en valeur effective de tous les éléments cohésifs qui l'identifient à son environnement. Et ils sont un peu réalistes, ils avouent, l'écomusée demeure un objectif à atteindre. Parce qu'en effet, l'histoire des écomusées ne sera pas de tout repos. Suivante. Alors, exactement comme pour l'interprétation, en même temps qu'ont lieu beaucoup de colloques et de discussions sur l'interprétation, eh bien, il en va de même de l'écomuséologie au Québec. Je réinsiste ici la fondation de l'écomusée de la Haute-Beauce, ensuite son accréditation en 1984. Regardez le nombre d'articles et de choses qui tournent autour de patrimoine et muséologie, une remise en question, redéfinir la muséologie, ça vient de continuité en 1984. René Rivard qui sort un livre qui s'appelle « Que le musée s'ouvre », toujours en 1984. René Binette qui va jouer un grand rôle à l'Écomusée du Fier-Monde, qui va ici de muséologie communautaire et enjeux culturels dans un numéro spécial de musée qui est la revue de la SMQ, Musée et nouvelle muséologie. Le milieu fourmillait donc de discussions sur ces thématiques nouvelles. Suivante. Mais évidemment, comme toute nouveauté, les écomusées n'ont pas eu, comme je dis, une longue ou une facile histoire.
Accrédité en 86, l'écomusée de la Haute-Beauce ferme en 96. Vous voyez ici quelques titres que j'ai pris dans la presse locale, un journal qui s'appelle l'Éclaireur Progrès. Les plaies sont loin d'être cicatrisées à l'écomusée. L'écomusée se remet en question. L'enjeu, la restructuration de l'écomusée. Et ici, l'écomusée rend l'âme avec une photo de Pierre Meyran. Et l'incompréhension des décideurs a causé la perte de l'écomusée. Alors, je n'ai pas le temps, bien sûr, et je veux conclure maintenant, d'entrer dans les détails de pourquoi cela est arrivé, mais disons que c'est des projets, des problèmes qui surgissent évidemment entre la maison mère, l'écomusée principal et toutes ces antennes. Comment gérer ça? Comment faire qu'un et l'autre puissent entrer dans des dynamiques? C'est pas facile. Par exemple, Mérès, François, que certains ici connaissent, a écrit dans Public et Musée en 2000 ceci: « La liste est longue des pionniers de la nouvelle muséologie dont les utopies n'ont pas survécu aux années. Pour les survivants, c'est une version fort dénaturée de l'idée d'origine qui demeure. » Eh bien, si tous les musées, les écomusées n'ont pas survécu, je dirais quand même que l'esprit de l'interprétation, l'esprit des écomusées, lui, a pénétré la muséologie générale. Suivante, j'insiste ici simplement, je nomme pour finir 4 établissements qui sont nés précisément de ce renouveau muséal et qui, dans mon sens, l'incarnent bien. Le Centre d'histoire qui est devenu même, Centre d'histoire sur les Montréalais dits ordinaires et leur espace urbain, leur milieu de vie, évidemment qui s'est muté et qui donne aujourd'hui le même. Suivante. Le Musée de la civilisation à Québec, qui s'est tout de suite axé sur l'expérience des visiteurs et la personne humaine au cœur de sa mission, avec des expositions thématiques fortement scénographiées et un certain nombre de thèmes sociaux. Je pense à Souffrir pour être belle, je pense à ce qu'il a fait sur l'hydroélectricité, etc. Il n'a pas reculé devant les thèmes sociaux. Suivante. Pointe-à-Calière, qui a décidé de présenter non pas simplement une vision du lieu de fondation et de la Nouvelle-France, mais bien une archéologie de la rencontre, des échanges et de l'interculturalité in situ, avec là aussi une approche visiteur et des technologies spectaculaires. Et dernier établissement que je nommerai comme incarnant ce renouveau, bien sûr, l'écomusée du Fier-Monde, qui est né avant, mais qui a été reconnu, accrédité en 1996, et ce n'est pas un hasard, c'est la même année qu'on a désaccrédité la Haute-Beauce. Je pense que le ministère tenait à montrer qu'il n'avait rien contre l'écomuséologie, mais qu'il en avait contre la gestion qui se passait en Haute-Beauce. Donc ici aussi, vous connaissez bien l'écomusée, obtention de son statut de musée accrédité par le ministère en 1996, lui aussi axé sur des projets participatifs et des liens avec la collectivité et son quartier. Alors évidemment, les utopies ne se vivent pas toujours intégralement, mais elles laissent des traces. Et il me semble que la muséologie québécoise s'est bien positionnée dans son mouvement ascendant à partir des années 70 pour prendre les devants sur les valeurs qui sont devenues celles des musées dans la nouvelle définition de 2022 de l'ICOM. Je vous remercie beaucoup.